COP 21, quel impact sur l'agriculture? Vous n'avez pas pu échapper à la COP 21, mais encore savoir quel impact cela peut avoir sur l'agriculture, c'est le thème du débat qui nous réunit aujourd'hui. François Houillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de l'INRA. Juste face à vous, Jacques Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arvalis Institut du Végétal. Et juste à mes côtés, Catherine Deger, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne et environnement. Catherine Deger, quel impact entre COP21 et agriculture? Alors, ce qui est intéressant à noter, bon, la COP 21 n'a évidemment échappé à personne. Son enjeu non plus. Hein. L'agriculture, alors la COP 21 a réalisé un accord avec 185 signataires et l'agriculture a fait son entrée à petits pas, je dirais, à l'intérieur. La forêt était parfaitement reconnue. L'agriculture est reconnue par rapport à la sécurité alimentaire et au mode de production agricole. Ce n'est pas encore un secteur à proprement parler qui rentre dans les accords entre les États. Par contre, et c'est le gros atout de cette COP 21, ce qui la rend à mon avis historique, c'est que chaque État a déposé une contribution nationale et dans ces contributions nationales, l'agriculture est vraiment un fil vert qui la partage de bout en bout. Enfin, l'autre élément intéressant de cette COP 21, c'est qu'elle a avancé l'agenda des solutions et on a des dizaines de milliers d'initiatives partout dans le monde où l'agriculture prend une place de plus en plus intéressante. Alors, je crois qu'on peut aussi désigner par rapport à la thématique agriculture COP21 la contribution de l'agriculture qui est quand même en termes d'émissions de gaz à effet de serre de 24%, juste derrière les transports. Et il y a l'aspect atténuation et adaptation au réchauffement climatique. Par rapport à, alors d'emblée, allons très rapidement sur la capacité à s'adapter à l'effet du réchauffement climatique. Quels sont les moyens dont dispose l'agriculture aujourd'hui pour atténuer ces effets? Et quels sont ces effets aussi, à la limite? Oui, alors ce qui est intéressant, ou ce qui est particulier peut-être pour l'agriculture, c'est que le climat agit de trois façons. L'agriculture est pour partie, je vais dire, complice du réchauffement climatique, puisque 19 ou 21%, ça dépend comment on compte, des émissions sont issues de cette agriculture. À noter quand même que ces 19% de pas beaucoup, hein, et à savoir que la France émet en gros 5,5 millions de tonnes par habitant de gaz carbonique. L'Allemagne fait le double. L'Allemagne, pays vert, la Finlande fait 8. Donc voilà, donc il faut dire aussi 19% de quoi. Mais nous sommes contributeurs au changement climatique par nos émissions. Deuxième caractéristique, on est l'agriculture pratiquement le premier impacté. L'agriculture, c'est vraiment une activité complètement climato-dépendante. Voilà. Donc on est coupable, entre guillemets, on est victime du changement climatique. Et le troisième point très particulier de l'agriculture, c'est que c'est contributeur à une solution, puisque l'agriculture capte du gaz carbonique de l'atmosphère et potentiellement peut le fixer dans les sols ou peut le transformer en produit biosourcé qui se substitue au pétrole. Donc il y a ces trois dimensions qui sont une particularité de l'activité agricole. Et en termes d'atténuation, quels sont les moyens justement dont dispose l'agriculture aujourd'hui pour... Alors pour atténuer les effets, il y a quelques voies, et tout le monde y travaille, l'INRA comme les instituts techniques, ensemble. Le premier point, c'est que si on parle des grandes cultures, des céréales, des oléagineux, elles sont faiblement émettrices de gaz carbonique au sens strict, elles sont plutôt émettrices d'oxyde d'azote, très liées à la fertilisation. Donc on voit tout de suite la première voie, c'est optimiser la fertilisation azotée, apporter la bonne dose au bon moment, mobiliser des outils d'aide à la décision pour faire mieux et faire en sorte qu'on n'ait pas de volatilisation au moment des apports. Donc ça, c'est vraiment une voie extrêmement importante. Une deuxième voie, c'est de remplacer cet azote minéral par de l'azote, on va dire, entre guillemets, naturel. Donc c'est tout ce qui tourne autour des légumineuses, soit en interculture, soit en plante compagne de la culture principale. Donc des Quand plantes vous dites interculture, plante compagne, alors, vous pouvez être plus précis. C'est simple, que tout le monde ne comprend entre pas. deux cultures, entre un blé qu'on va récolter au mois d'août, un maïs qu'on va semer au mois de mars ou d'avril, il y a là un laps de temps où l'on peut introduire une culture qui n'est pas récoltée, qui n'est pas commerciale, mais qui apporte des éléments positifs, comme des légumineuses qui fixent l'azote de l'air et peuvent le restituer à la culture suivante. Ça, c'est de l'interculture. Et puis on peut aussi avoir des techniques de ce qu'on appelle couvert permanent. Donc je mets dans la culture un couvert qui va apporter aussi des services. François Houillet, vous travaillez toutes ces pistes à l'INRA? Alors à l'INRA, on travaille effectivement à la fois sur les questions d'adaptation au changement climatique, par exemple l'adaptation à la sécheresse,
On travaille sur les questions d'évaluation des impacts du changement climatique, qui est une question importante. Avec Arvalis, il y a quelques années, on a été amené à regarder la question de la stagnation des rendements du blé et des céréales. Et on a pu diagnostiquer qu'une partie de cette stagnation, ou plutôt une partie du gain génétique, était en fait effacée par le changement climatique. L'autre partie de l'effacement étant liée à des changements de pratiques. Et puis on travaille aussi sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur la question qu'évoquait il y a un instant Jacques Mathieu, de fixer du carbone dans les sols. Donc on regarde effectivement ces questions-là pratiquement sur l'élevage, sur les cultures, et sur les cultures, aussi bien les cultures pérennes comme la vigne ou l'arboriculture que sur les grandes cultures. La France a présenté un programme qui s'appelle le 4 pour 1000, qui semble important aux yeux du ministère de l'Environnement en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer un peu à quoi ça correspond? Alors effectivement, la France a été l'initiatrice d'une très grande initiative. Et nous y avons contribué, pas seulement l'INRA, mais d'autres établissements de recherche français, le CIRAD, l'IRD, et on le fait d'ailleurs aussi en collaboration avec des centres internationaux de recherche agronomique qui s'appellent le CGIAR. Alors cette initiative, c'est intéressant, elle a démarré à Montpellier le 17 mars 2015. On avait organisé une grande conférence internationale qui s'appelait l'agriculture intelligente face aux défis climatiques, Climate Smart Agriculture. Et le ministre de l'Agriculture est venu à cette conférence, non pas pour l'inaugurer, mais pour la ponctuer. Et il nous a d'une certaine manière lancé un défi. Il a dit, je voudrais que vous lanciez une grande initiative que je vais appeler 4 pour 1000 pour stocker du carbone dans les sols. Alors l'idée de l'initiative 4 pour 1000, c'est de se dire, si on améliore la teneur en carbone organique dans les sols, on va améliorer la fertilité. Donc à un moment ou à un autre, on va accroître les rendements. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est effectivement une conséquence. Deuxièmement, puisqu'on va stocker du carbone dans les sols, on va d'une certaine manière diminuer la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Et puis troisièmement, il se trouve que quand on fait cela, on améliore aussi un certain nombre de propriétés, par exemple vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de la limitation de l'érosion. Et donc on est aussi dans des mesures favorables à l'adaptation. Alors 4 pour 1000, en général, les gens se demandent ce que ça représente. Alors il faut avoir en tête que le stock de carbone qu'il y a dans les sols, c'est à peu près 2 à 3 fois plus que ce qu'il y a actuellement dans l'atmosphère. Et que si on augmentait ce stock de carbone de 4 millièmes par an, 0,4%, on pourrait, d'une certaine manière, effacer la totalité des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Ça fait un peu rêver, c'est pas si facile quand même, j'imagine. Ça n'est certainement pas si facile. Alors d'abord, c'est d'avoir une idée qui vient de chercheurs de l'INRA, de 1999, Dominique Arouet et Jérôme Balédan, qui avaient écrit ça dans l'Académie d'agriculture de France. Et puis après, évidemment, tous les sols ne sont pas égaux devant le 4 pour 1000. Les sols agricoles, les sols forestiers, il y en a qui, pour le coup, on aura de la peine à augmenter la teneur en carbone, d'autres pour lesquels ce sera beaucoup plus facile parce qu'on a beaucoup perdu. Donc effectivement, après, c'est un peu plus subtil que ça en a l'air. Jacques Mathieu. Oui, je voudrais revenir sur ce point-là parce que je pense que le grand public n'a pas conscience de cet élément-là. Sur la planète Terre, il y a en gros 70% d'eau et un tiers de sol, enfin de terre émergée, voilà. Et ces terres émergées, il y en a en gros un tiers qui sont des terres agricoles. Je vous le fais vraiment à la hache, mais c'est ça. Donc imaginez que sur ces 20 cm du tiers, il y a 3 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. C'est assez fabuleux. Et ce 3 fois plus de carbone de l'atmosphère, il vient bien des plantes, il vient de la végétation. Il n'a pas plus du carbone sur le sol. Donc on voit bien cette espèce de machine extraordinaire qui est la production végétale, qui est la photosynthèse, qui recycle du carbone. On peut prendre un deuxième chiffre. Les émissions de carbone, de gaz carbonique, d'équivalent carbone France, c'est de l'ordre de 350 millions de tonnes par an à peu près. Les grandes cultures, en recycle 240. 240 sur 340. Ça veut dire qu'on a une espèce d'énorme machine qui fait circuler ce carbone. Et le jeu d'essayer d'en fixer même une petite partie de tout ce qui circule dans les sols est un enjeu tout à fait important. Et il y a des techniques pour ça. On parlait des cultures intermédiaires. Mettre des cultures intermédiaires, c'est stocker en gros 250 kg de carbone par hectare. Donc c'est tout à fait important. Dernière question, est-ce qu'au niveau national, il est aisé d'augmenter effectivement et de tendre vers ce 4 pour 1000 et au niveau international aussi, puisque c'est un objectif qui peut être partagé par tous? Peut-être d'abord au niveau national? Au niveau national, tout le monde y contribue parce que il y a le 4 pour 1000
en termes de contribution à la réduction de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère. Donc le bien commun. Mais ce qui est intéressant, c'est que faisant cela, on augmente le taux de matière organique du sol avec plein d'effets collatéraux positifs pour l'agriculteur. Donc ce n'est pas seulement, enfin seulement, ce serait déjà important, mais je contribue à une œuvre commune, mais c'est aussi, j'y trouve aussi un intérêt. Donc si on est intelligent, on peut complètement combiner l'intérêt de l'agriculteur et l'intérêt collectif, ce qui n'est pas si fréquent au fond. Sur un plan international, sur le plan international, en gros, ce que nous sommes en train de faire, avec donc nos collègues du CIRAD, de l'IRD, des centres internationaux, c'est de monter un grand programme. Alors ce grand programme, il y aura 3 à 4 grands volets. Il y a d'abord un grand volet programme de recherche, parce qu'évidemment, on connaît beaucoup de choses sur le cycle du carbone, mais il y a encore des choses qui sont à apprendre. Il faut aussi qu'on apprenne sur les pratiques qui permettent de stocker du carbone dans les sols. Donc il y a d'abord l'idée d'un très grand programme de recherche, et la France souhaite participer à ce programme et même en avoir le leadership. Donc en France, l'autre jour, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon, ici au Salon de l'Agriculture, a annoncé effectivement que l'Agence nationale de recherche allait soutenir la contribution de la France à ce grand programme international pour qu'on en ait le leadership. Donc première question, c'est la science. Deuxième sujet, c'est une question de pratique. Évidemment, les pratiques pour stocker du carbone dans les sols, par exemple, remettre des légumineuses, éviter d'avoir des sols qui soient à découvert, ces pratiques et les solutions générales se ressemblent un petit peu partout sur la planète, mais elles sont quand même pas tout à fait les mêmes selon qu'on est en Afrique subsaharienne, en France, ailleurs en Europe, en Inde. Et donc, il y a tout un travail à faire sur quelles sont les bonnes pratiques, les documenter, les répertorier, les qualifier, les partager. Deuxième grand sujet. Troisième sujet, c'est quelles sont les politiques publiques qui vont, d'une certaine manière, stimuler les agriculteurs, ici, dans d'autres pays du monde, les inciter à adopter ces pratiques. Et quatrième grand volet, c'est un problème de monitoring ou de reporting. Il va bien falloir être capable, puisqu'il y a eu, comme vous l'avez dit, des contributions volontaires, il va falloir pouvoir suivre dans le temps que ces contributions sont effectivement respectées. Et donc là, on retrouve d'ailleurs de la science, parce que par exemple, c'est par télédétection qu'on aura des estimations indirectes de la teneur en carbone dans les sols. Donc vous voyez une très grande initiative qui associe des choses très scientifiques sur le cycle du carbone, des choses qui sont, qu'on pourrait dire, très agronomiques sur les pratiques, des politiques publiques et à nouveau un mélange de science et de politique pour le suivi. Et donc c'est ça qu'on est en train de monter sur le chemin de la COP22. D'accord. Jacques, une précision importante, non, c'est bon une remarque ou une interrogation. Si l'on considère que fixer du carbone, ou même créer, alors on peut fixer du carbone dans le sol, mais quand on se substitue à des produits pétroliers par des produits biosourcés, on a à peu près le même effet. Si l'on considère que ceci est favorable à la collectivité, la question de comment la collectivité reconnaît cet aspect favorable est une vraie question. On sait très bien comment on taxe les pollueurs qui deviennent des payeurs. Mais peut-on récompenser le dépollueur? Enfin, voilà. Et ça, c'est une vraie question de politique publique et qui est compliquée. On a commencé, dans le cadre des programmes internationaux, à essayer d'évaluer le coût, parce qu'il peut y avoir un coût de stockage de ce carbone par tonne dans les sols. Et on arrive à des chiffres qui sont de l'ordre de quelques dizaines. 20 à 40 dollars dans le cas des cultures et 50 à 80 pour les prairies. Voilà, et donc on voit bien que si à un moment ou à un autre il y a un coût pour la tonne de carbone évitée ou la tonne de CO2 évitée, alors effectivement il y aura sans doute un moyen de rémunérer l'agriculteur et de reconnaître l'effort particulier qu'il fait en contribuant à une solution qui est de portée collective. Donc il nous reste 2 minutes. Jacques Mathieu. Alors, juste 2 minutes pour un petit moment de pub, mais je crois que c'est important. Dans notre dernier canard, c'est le numéro de ce mois-ci, c'était pas fait pour, hein, c'est un hasard. Ça tombe mais bien. Le titre me semble assez clair. Il s'appelle Agriculture et climat, des réponses locales pour un effet global. Et ça, c'est important. C'est parce que, évidemment, François disait on ne va pas raisonner pareil en Inde, en Amérique du Nord ou ailleurs, mais même en France, on ne va pas raisonner de la même façon en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en Picardie. Et donc notre devoir, c'est d'apporter des solutions opérationnelles, rentables, efficaces, et que cette somme de solutions locales auront un effet global pour tout le monde. Et c'est ça, un challenge passionnant pour l'agriculture. Et vous avez d'ailleurs mis en place un système de serre qui permet d'étudier un peu le changement climatique. Alors voilà, on a tous des installations aujourd'hui qui permettent de mesurer le changement climatique
de voir comment on s'y adapte. Parce que c'est pas parce que c'est le climat qu'on peut rien faire. On peut s'y adapter, on peut jouer sur les variétés, sur les dates de semis, sur les rotations. Enfin, voilà, on a toute une série d'adaptations possibles. Et on peut aussi mesurer la réduction des émissions d'oxyde d'azote, qui sont un point important. François Houllier. Et d'ailleurs, dans le cadre, alors on a beaucoup parlé d'atténuation, de réduction des émissions, de fixation du carbone, mais c'est vrai que la question d'adaptation est une question tout aussi importante, parce qu'on constate déjà des pertes de rendement en France ou dans le monde sur un certain nombre de grandes cultures. Donc on a par exemple toute une série de programmes qui visent à améliorer les plantes et à étudier les déterminants de la tolérance à la sécheresse. Donc par exemple dans le cadre du grand programme des investissements d'avenir, financé par le Grand Emprunt, il y a des programmes qui nous associent dans lesquels on phénotype, on caractérise un très très grand nombre de variétés potentielles pour voir celles qui sont les mieux adaptées à ce changement climatique actuel ou futur. Catherine Deger, pour conclure. Pour conclure, on voit très bien qu'entre la recherche, le développement et le travail de chacun au niveau de l'agriculture, il y a énormément à faire et c'est un défi extraordinaire. Je donnerai juste un petit chiffre, c'est que pour revenir au plus près du consommateur, il y a 30% en gros de la production qui est perdue et qui est gaspillée. Il y a là aussi un réservoir considérable d'économies de gaz à effet de serre. Et je pense que quel que soit le bout que l'on observe, on est tous concernés, on a tous quelque chose à faire. Merci à vous. Voilà, Catherine Deger, on peut vous retrouver donc sur le journal Campagne et Environnement. On peut en savoir plus aussi avec un dossier dans Perspectives agricoles donc de ce mois-ci. L'INRA, vous avez un site internet bien entendu, de même qu'Arvalis. Messieurs, madame, je vous remercie et je vous remercie à vous aussi. Merci.